Donc, bonjour à tous, merci pour cette présentation et merci à Clément de m'avoir invité à ce colloque. Donc, je viens effectivement de Strasbourg, de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, avec des thématiques qui sont dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies, thématiques qui se proposent en quelque sorte de comprendre les propriétés des matériaux qui sont induites par la réduction en taille et aussi les processus physico-chimiques qui ont lieu à cette échelle nanométrique. Donc, dans le cadre de ce colloque, le but de mon exposé est d'illustrer à travers quelques exemples d'études l'apport des techniques modernes de microscopie électronique pour la détermination des propriétés du comportement aussi dynamique sous contrainte externe et de la réactivité des nanostructures qui sont à base de carbone. Donc, très rapidement, le sommaire. Tout d'abord, quelques généralités sur ces nanostructures carbonées et surtout sur l'intérêt de l'utilisation de la microscopie électronique pour leur caractérisation. Ensuite, quelques exemples d'études d'analyse de leurs propriétés en quelque sorte statiques. Et finalement, la partie dédiée à l'étude de leur réactivité en environnement contrôlé en relation justement avec les processus physico-chimiques qui sont activés dans les conditions d'environnement données. Donc, vous avez ici quelques exemples de nanostructures carbonées que j'ai classées en fonction de la dimensionnalité du système, de 0D, 1D, 2D, qu'on étudie régulièrement par microscopie électronique. Bon, bien évidemment, partant des nanodiamants, ensuite les nanotubes de carbone et les structures à base de graphène, ou encore des architectures nanométriques qui sont un peu plus complexes, dans lesquelles ces structures carbonées sont utilisées, par exemple, comme support pour une autre phase nanométrique, en général sous forme de particules, mais pas forcément. Donc, bien évidemment, ces nanostructures ont une multitude d'applications que vous avez déjà vues, que vous allez voir encore tout à l'heure, tout au long de la journée. Mais avant de les intégrer dans les applications, il faut les optimiser, et ceci nécessite une détermination de manière très très précise parfois de leurs propriétés physico-chimiques, que ce soit propriétés statiques ou comportement dynamique. Donc, lorsqu'on veut étudier les nanomatériaux, on fait de plus en plus appel à la microscopie électronique. Pourquoi ceci? Tout d'abord, bien évidemment, qu'elle fournit des informations à la bonne échelle, qui va du micromètre jusqu'à l'échelle atomique. Ensuite, l'interaction entre le rayonnement électronique et la matière est très forte, ce qui génère une très grande diversité de signaux. Donc, on a des électrons transmis ou diffusés, bien évidemment, mais on a aussi des photons X ou des électrons émis. On a des paires électrons-trous. Et tous ces signaux portent différents types d'informations qu'on peut exploiter pour caractériser les matériaux. Un autre point essentiel est lié au développement de nouvelles méthodes d'exploitation des données, ce qui a permis l'apparition de nouveaux modes d'analyse, comme par exemple la tomographie électronique qui est représentée ici, ou l'holographie. Donc, finalement, les récents progrès technologiques permettent aujourd'hui en fait d'envisager des études dynamiques, en quelque sorte, des études dynamiques dans le sens où on peut suivre la modification de l'objet à étudier dans des conditions d'environnement spécifiques ou lorsque l'objet est soumis à un autre type de contrainte physique. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, toutes ces possibilités d'études sont bien évidemment très utiles pour l'étude des nanostructures carbonées qui ont des architectures de plus en plus complexes et aussi dans lesquelles les aspects réactivité et la diffusion sont essentiels, sans oublier bien évidemment le fait que la microscopie électronique a un apport considérable pour ces structures carbonées dès le départ, en sachant que c'est la technique qui a permis la découverte, peut-être pas la découverte, mais plutôt la mise en évidence des nanotubes de carbone et ensuite, par la suite, dans une moindre mesure, des structures à base de graphène. Donc, parmi les divers modes de microscopie électronique qu'on peut utiliser pour caractériser ces structures carbonées, on a des modes plutôt classiques, comme par exemple la haute résolution qui permet de déterminer leur structure cristallographique, l'hélicité dans les nanotubes ou les défauts dans les structures à base de graphène. On a aussi la spectroscopie HILS qui permet de résoudre la configuration électronique à travers la détermination de l'hybridisation SP2 ou SP3.
Mais on a aussi des modes un peu moins classiques, comme ces deux-là, qu'on verra dans les exemples présentés dans la suite. Donc le premier mode, juste quelques mots sur ces deux modes-là. Le premier, la tomographie électronique, qui permet de reconstruire le volume d'un objet à travers une série d'images enregistrées en microscopie électronique. Et la tomographie est très utile lorsqu'on veut obtenir des informations qui soient résolues à 3 dimensions, dans le cas où l'imagerie 3D n'est pas suffisante, en sachant qu'une image de microscopie électronique est généralement la projection d'un objet 3D sur le même plan d'observation, où tous ces détails sont bien évidemment superposés et on n'arrive pas à les séparer en profondeur. Donc le deuxième mode est la microscopie en mode environnemental, qui est, je dirais, indispensable lorsqu'on veut étudier le comportement des nanomatériaux à l'échelle nanométrique, voire atomique, mais dans des conditions d'environnement qui soient représentatives pour le processus à étudier, et en sachant qu'en microscopie électronique, on travaille généralement sous vide pour éviter justement les collisions entre les électrons et les molécules d'air. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités de créer un environnement gazeux, un environnement de gaz au niveau de l'objet. La première, on peut injecter ici, au niveau de l'objet, un faible flux de gaz et l'échantillon est supporté et déposé sur un support classique. La deuxième est d'utiliser un porte-objet environnemental comme celui que nous avons à Strasbourg. Donc, dans celui-ci, en fait, on a une cellule environnementale ici qui est séparée par deux membranes très fines, transparentes aux électrons, qui est située, la cellule, au bout du porte-objet qu'on insère dans le microscope, et l'objet est forcément à l'intérieur de la cellule qui est traversée par le gaz. Dans ce cas-là, on combine les domaines de température relativement élevés avec un très bon contrôle de la température et des montées qui peuvent être très rapides, à la présence d'un environnement gazeux à une pression qui peut aller jusqu'à une atmosphère, et ça c'est la différence essentielle par rapport à cette configuration-là de microscope dédié, où on peut travailler uniquement jusqu'à quelques dizaines de millibars. Cet équipement est devenu un outil indispensable pour nos thématiques actuelles, en sachant qu'il ouvre plein de possibilités d'études. Par exemple, l'étude des cinétiques de transformation des particules dans des environnements contrôlés. Ensuite, l'influence de l'environnement sur l'interaction support-particule, le suivi in situ des réactions catalytiques, le processus de désactivation des catalyseurs et même la croissance in situ des nanostructures carbonées ou d'autres types de nanostructures. Donc maintenant, je vais passer au premier exemple dédié à l'étude des changements structuraux dans des nanostructures carbonées suite à l'insertion d'un élément dopant, justement pour essayer de moduler un peu leurs propriétés. Donc du point de vue de la microscopie, il s'agit d'une étude par tomographie électronique qui consiste à combiner l'approche 3D qu'on a vu tout à l'heure à la cartographie chimique pour espérer obtenir des représentations chimiques 3D. Donc, dans cet exemple précis, l'idée était de déterminer la distribution de l'azote dans des nanotubes de carbone dopés à l'azote, en sachant que des études préliminaires à 2 dimensions ont suggéré le fait qu'il est plutôt situé au niveau des arches, dans ce tube dopé qui est de type, ce qu'on appelle bambou, avec des arches qui se ferment au fur et à mesure le long du canal. En choisissant comme élément d'intérêt bien évidemment le carbone, l'azote, pour enregistrer les cartographies chimiques initiales, on a obtenu par calcul 3 reconstructions 3D pour la densité moyenne, pour le carbone et pour l'azote. Donc forcément, si on superpose les deux, on obtient une cartographie chimique relative 3D, avec le carbone qu'on a mis en rouge, l'azote en vert, reconstruction qu'on peut analyser tranche par tranche, en sachant que à deux dimensions, pour une étude, dans le cas d'une étude à 2 dimensions, toutes ces tranches sont superposées et on ne peut pas distinguer grand-chose à cause forcément de la forme 3D de l'objet. Donc en ce qui concerne la localisation de l'azote,
nous avons constaté que ça dépend de l'arche considérée. On a déjà des arches ici qui sont très droites, qui contiennent beaucoup de défauts cristallographiques qui sont plutôt vertes, donc ça veut dire qu'elles contiennent beaucoup d'azote. On a aussi des arches arrondies qui sont plutôt rouges, donc ça veut dire qu'elles contiennent moins d'azote. Ce qui est encore plus intéressant ici, c'est la modification de la forme du tube. Donc si on regarde ici, on coupe transverse au niveau des arches qui sont droites, qui sont riches en azote, on voit que le tube se transforme en prisme, tandis qu'au niveau des arches arrondies, qui sont un peu moins riches en azote, le tube reste en fait un tube. Donc l'explication de ce changement de forme est en fait le changement de facettage de la particule catalytique lors de la croissance des tubes, dû à une variation continue des concentrations carbone et en azote qui proviennent des précurseurs correspondantes durant la croissance. Donc si la surface est riche en carbone, le facettage de ce type-là, on a une forme cylindrique avec de temps en temps la formation d'une arche arrondie. Et par contre, si on a beaucoup d'azote à la surface, le facettage change et impose une forme prismatique au tube et l'excès d'azote est expulsé à travers la formation d'une arche droite. Donc ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une étude qu'on a réalisée il y a quelques temps, mais avec les équipements dont on dispose aujourd'hui, on peut essayer de suivre sans problème le changement de facettage de la particule catalytique durant la croissance du tube. Donc je continue maintenant avec la partie, je dirais, un peu plus exotique, dédiée aux études dynamiques en temps réel, in situ des nanostructures carbonées. Et je commence par une première étude pour vous montrer qu'en microscopie électronique, on peut, en plus des études statiques, on peut aussi suivre des processus qui se produisent lorsque l'objet est situé dans un champ de force. Donc, dans cet exemple-là concerne le processus de transfert d'une masse nanométrique métallique entre deux structures carbonées. Donc, on a ici un nanotube de carbone rempli de particules à base de fer et on a une feuille de graphène ici. Donc, pour suivre ce type de processus, on peut utiliser un porte-objet spécifique qui permet d'appliquer une différence de potentiel entre les deux dans le microscope électronique, mesurer bien évidemment le courant, mais surtout suivre les processus qui sont induits par le passage de courant. Donc, une fois qu'on établit le contact entre les deux, les impulsions de courant qui traversent le tube réduisent dans une première phase les particules, qui deviennent métalliques, mais changent aussi par la forme les propriétés du tube, qui deviennent plus conducteurs qu'avant, ce qu'on voit sur cette courbe I de V. Donc ensuite, en appliquant Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on peut utiliser comme force motrice pour déplacer la matière l'électromigration, qui apparaît dès qu'un courant traverse une structure métallique, ou même semi-conductrice. Et de cette manière-là, en utilisant cette force motrice, on peut transférer des particules qui sont à l'intérieur du tube sur la feuille. Donc, on voit sur cette animation, en appliquant un courant dans le bon sens, on arrive à transférer des particules qui sont dans le tube à l'endroit choisi sur la feuille, en utilisant, en fait, le transfert se fait atome par atome, de manière un peu similaire à ce qu'on a dans le mûrissement d'Ostwald. Bien évidemment, le contraire devrait être aussi possible, c'est-à-dire en inversant le sens du courant, on peut reprendre dans le tube une particule qui était initialement sur la feuille de graphène. Et sans rentrer dans plus de détails que ça, donc cette étude apporte en quelque sorte la preuve conceptuelle de ce qu'on peut appeler une opération d'impression à l'échelle nanométrique, même si c'est peut-être un peu prétentieux de le voir comme ça pour l'instant, mais on peut sans doute encore optimiser ce processus pour mieux contrôler ce type de transfert de métal à l'échelle nanométrique.
Donc la dernière partie est dédiée aux études par microscopie environnementale pour comprendre la réactivité des nanostructures carbonées dans différents environnements. Comment est-ce qu'on peut définir la réactivité de manière la plus générale possible? Il s'agit de l'aptitude ou la capacité d'une structure de répondre à un changement d'environnement ou un changement de température aussi, pour se réorganiser, comme on voit ici dans ces deux images, pour changer de phase ou de structure, pour créer des produits, et tout ceci suite à l'activation des processus atomiques tels que la diffusion ou la dissolution des atomes de carbone, la dissociation des molécules qui contiennent du carbone ou leur conversion dans d'autres composés. Bien évidemment, ce qui est très important, ces processus peuvent être accélérés par la présence d'un catalyseur, ce qui est généralement dans ce cas-là une particule de métal de transition ou une particule de métal noble, qui permet aux phases gaz de se dissocier à la surface de la particule, ou par exemple peut permettre aussi de dissoudre les atomes de carbone à l'intérieur de la particule, des atomes de carbone en provenance des différentes structures carbonées. Le premier exemple concerne en fait le processus de dissolution et de conversion du carbone de nanostructures carbonées, qui est catalysé par une phase métallique, ce qui permet aux atomes de carbone en quelque sorte de changer de phase, de passer d'une phase solide à une phase gaz. Donc en quelque sorte, il s'agit ici du processus de nanostructuration du graphène par voie catalytique. Comment est-ce qu'on peut nanostructurer une feuille de graphène, un multifeuille de graphène? Il suffit de déposer des particules métalliques sur la feuille, soumettre l'ensemble à l'hydrogène à haute température pour activer l'action ou l'activité catalytique du fer par rapport au carbone. Et le résultat est la création de tranchées dans les feuilles d'orientation et de géométrie bien définies, suite à l'avancement des différentes particules, comme ici sur le schéma et comme sur l'image, particules qui sont en contact initialement soit avec le bord de feuille, soit avec les marges qui sont sur la surface du multifeuille. Donc sur ce système, une étude ex situ par tomographie à comprendre quelque chose qui est très important. Il s'agit de l'influence de la topographie du multifeuillet de graphène. Nous avons montré en fait que la particule catalytique, durant son déplacement dont la force motrice est liée en fait à la dissolution des atomes de carbone à sa surface, durant ce déplacement, la particule reste sur le même plan graphitique que celui où elle se trouvait initialement. Donc, ce qui fait que lorsqu'elle rencontre une marche, la profondeur de la marche augmente, mais si la hauteur de marche est supérieure au diamètre de la particule, elle finit par creuser des tunnels. Cependant, ce type d'étude ex situ ne nous permet pas de comprendre certains paramètres, comme par exemple l'influence de facettage de la particule sur le processus de découpe, et aussi les facteurs qui sont à l'origine du changement de direction de la particule qu'on peut observer de temps en temps, comme par exemple ici. Donc, pour répondre à ce point, nous avons étudié le même système in situ dans la cellule, dans des conditions similaires que dans le réacteur catalytique, ce qui nous a permis de visualiser ce processus, comme on le montre ici sur cette animation. Donc, la première chose qu'on peut observer, que la dynamique du processus est bien complexe. La particule change sans cesse. Initialement, elle a tendance de maximiser la surface de contact avec le carbone pour minimiser son énergie. Ensuite, une fois qu'elle commence à dissoudre du carbone, sa forme change encore plus rapidement. Et finalement, lorsqu'on a deux facettes à l'avant, qui sont réputées pour bien dissoudre le carbone, elle commence à découper le graphène dans une direction bien définie, comme on le montre ici, comme on le voit ici sur cette animation. Donc, du point de vue cinétique, nous avons aussi pu déduire la vitesse de découpe qui est assez élevée, de l'ordre de quelques centaines de
nanomètres par seconde, comme on voit ici sur cette animation, un grandissement un peu plus faible. Et très important, ce type d'étude nous permet de proposer un vrai mécanisme pour le processus de découpe catalytique du graphène à 3 étapes. Donc, première étape, la dissolution des atomes de carbone sur la face avant. Deuxième étape, la diffusion des atomes de carbone vers la face arrière ou vers la face supérieure. Ce que nous avons démontré pour la première fois grâce au fait qu'on observe ici à l'arrière de la particule du carbone résiduel, ce qui provient forcément de la face d'avant. Et ensuite, la troisième étape est la conversion des atomes de carbone en méthane après récombinaison avec les atomes d'hydrogène qui sont dissociés, avec l'hydrogène qui est dissocié à la surface de la particule. Donc, autre chose, nous avons aussi compris comment la particule fait pour changer de direction, ce qui arrive généralement lorsqu'elle rencontre un bord. Donc en réalité, elle ne tourne pas comme on s'attendait, mais en fait, elle se restructure de telle manière que la surface des contacts avec le carbone, qui est proportionnelle forcément à son énergie totale, reste similaire avant et après le changement de direction. Le deuxième exemple d'étude de réactivité est en quelque sorte opposé au premier, c'est-à-dire les atomes de carbone, cette fois-ci, vont passer d'une phase gaz, molécules qui contiennent molécules précurseurs de carbone, vers une phase solide nanostructurée. Donc, il s'agit ici, dans cet exemple, de l'étude in situ de la croissance des nanotubes de carbone catalysés par des particules métalliques, sujet qui est encore d'actualité, malgré les nombreuses études qui ont été réalisées dans ce cadre, en sachant qu'il existe quand même différents types de scénarios pour expliquer la croissance des tubes, qu'il faut soit confirmer, soit infirmer, ce qui est toujours difficile si on a uniquement des informations post-mortem, parce que ces informations post-mortem, il faut les extrapoler, revenir en arrière pour proposer un mécanisme de croissance. Dans ce contexte-là, nous sommes intéressés à un système où on utilise comme catalyseur pour dissocier le gaz précurseur de carbone des nanoparticules de cobalt déposées sur le silice ou sur l'alumine. Donc ce même système est aussi utilisé couramment comme catalyseur pour la réaction de synthèse de Fischer-Tropsch, où on obtient effectivement des hydrocarbures lourds à partir d'un synthase qui est un mélange de gaz, de CO et de H2. Donc justement, pour être sélective vers la croissance des tubes au détriment de la réaction de Fischer-Tropsch, qu'on étudie aussi par ailleurs, il faut, après cette étape de réduction, il faut augmenter la température autour de 450 degrés par rapport à 250, 200-250, ce qu'on a généralement pour une réaction de synthèse Fischer-Tropsch. Donc dans ces conditions de température et sous synthase, nous avons activé la croissance des nanotubes. La croissance des nanotubes de carbone, comme on le voit sur ces deux animations, avec une cinétique de croissance très très rapide. Et on peut observer ça même à l'échelle atomique. Qu'est-ce que nous avons appris en fait? Par exemple, en variant les conditions expérimentales, nous avons constaté que le rôle de l'hydrogène est essentiel dans ce type de réaction. Tout d'abord, bien évidemment, il permet d'éliminer l'oxygène par la création de l'eau, mais aussi il nettoie en quelque sorte la surface des particules de l'excès de carbone qui est issu en créant du méthane, car sans hydrogène, nous avons constaté que la surface de la particule s'empoisonne très vite avec du carbone et la particule n'est plus active. Nous avons aussi étudié l'influence de la taille des particules et aussi de l'interaction avec le support sur le mécanisme de croissance en variant le type de support. Donc on a ici des particules qui sont sur un support d'alumine. Dans ce cas-là, la particule avance avec le tube, reste au sommet du tube avec une cinétique de croissance très rapide. Par contre, si on est sur la silice, la particule catalytique
restent en bas sur le support, comme celle-ci, avec une cinétique de croissance 10 fois inférieure. Voilà, je terminais ici la présentation de ce panel d'études par microscopie électronique, un peu moins trivial que ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire sur les nanostructures carbonées. Ce qu'il faut retenir de ça, est effectivement que grâce au développement multiple et de différentes natures en microscopie électronique, le microscope est devenu un vrai nanolaboratoire dans lequel le nanomonde dans les structures carbonées est accessible visuellement, mais aussi, très important, à l'échelle temporelle d'intérêt pour le processus étudié, ce qui permet de déterminer la plupart des propriétés de ces nanostructures, leur comportement dynamique très important dans des conditions d'environnement qui sont les vraies conditions d'intérêt pour les applications, et aussi de déterminer leur activité et même de manipuler ces nanostructures de manière contrôlée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je n'oublie pas de remercier l'ensemble de mes collaborateurs.